Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Sans plus tarder, les titres. Au Gabon, le gouvernement interdit l'importation de la volaille de France comme il l'avait fait en mai dernier pour le Cameroun en raison de la résurgence de la grippe aviaire H5N9 identifiée dans 47 foyers. Objectif, endiguer la propagation du virus. Dans le monde, Noël n'a pas apporté que des cadeaux. George Michael, une étoile de la musique pop, s'est éteinte le jour de Noël, laissant ses fans inconsolables. L'ex-moitié du duo Wham a connu un succès planétaire dans sa carrière solo. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons avec la page du Gabon. Tout d'abord, le ministère de l'Agriculture a interdit dans un communiqué l'importation de volailles de France. La décision intervient à la suite de la notification le 16 décembre par l'Organisation mondiale de la santé animale concernant l'apparition de l'influenza aviaire en France due au virus H5N9. L'interdiction concerne l'entrée sur le territoire gabonais de toute espèce de volaille vivante, d'importation d'œufs à couver et des poussins d'un jour, des oiseaux de compagnie et des oiseaux sauvages en provenance de France. Lariska Lomamengi nous en dit un peu plus. Le gouvernement gabonais, via son ministre de l'Agriculture, vient d'interdire l'importation de volailles venant de la France pour cause la détection de 47 foyers frappés par la grippe aviaire dans des élevages de volailles au sud-ouest de la France. C'est le virus H5N9. La décision du gouvernement gabonais intervient à la suite de la notification de l'Organisation mondiale de la santé animale concernant l'apparition de l'influenza aviaire en France. Au moment où le Gabon s'est engagé dans une politique de diversification de son économie par des mécanismes comme le programme Graines, le soutien des initiatives nationales en matière d'élevage serait la solution pour mettre fin à l'importation des volailles, donc à se prémunir des virus comme la grippe aviaire. Ils sont d'ailleurs nombreux les Gabonais qui s'intéressent davantage à l'élevage des volailles, bovins, même des porcins. Ils ont juste besoin d'un coup de pouce de la part de l'État pour une production à grande échelle, comme avec la SIAB de Boumango au sud-est du Gabon qui produisait les boumangrins. Rien ne va plus au sein de la société Averda. Les employés spécialisés dans la collecte d'ordures ménagères ont initié un mouvement d'humeur depuis le week-end écoulé suite au mauvais traitement de leur employeur à leur égard, dont ils disent être des victimes. Les détails dans ce reportage de Sibyl Mengue sur les images de Jocelyn Bombadianga. Depuis 72 heures, des tas d'ordures ménagères jonchent les rues de la capitale gabonaise. Et pour cause, le mouvement d'humeur des employés de la société Averda Gabon, spécialisée dans la collecte et le traitement des ordures. Ces derniers ont tout simplement décidé d'arrêter leurs activités pour insatisfaction. Si les gars sont montés au créneau, c'est compte tenu à la situation actuelle des paiements et les conditions de travail qui ne sont pas dans les normes. Donc voilà pourquoi ce matin, vous avez constaté que depuis 3 jours, les gars ne sont pas en exercice. Nous voulons l'augmentation des salaires pour les agents qui sont en CDI, y compris pour de nouveaux qui viennent à peine de signer leur contrat de travail. Et là, à partir de là, on pourra entrer dans les normes et continuer le travail. Nous sommes là pour revendiquer nos salaires. La société ne donne même pas un prêt. Tu as 8 enfants. On te donne le salaire en question, 280 000. Tu vas payer le loyer, tu vas manger, tu vas payer les fournitures des enfants. Comment? Il n'y a rien. Quand tu parles, on te dit... Si tu ne veux pas, tu démissionnes. Un cahier de charges aurait été déposé par ces derniers auprès de leur direction générale qui, face à notre micro, s'est refusé à tout commentaire. Des négociations qui auraient été entamées depuis plus d'1 an et demeureraient sans suite. Depuis le 14 janvier, nous sommes entrés en négociation avec le directeur. Depuis 1 an et demi, nous entrons en négociation et rien n'a été pris dans le cahier de charges. Sur les 12 points qui étaient signalés, rien n'a été pris en compte. Nous souhaitons bénéficier de nos avantages au sein de l'entreprise. Voilà, nous travaillons pour gagner et non pour perdre. En initiant ce mouvement d'humeur, les employés de la société Averda Gabon espèrent attirer l'attention des autorités compétentes pour venir à bout de cette situation. Pendant ce temps, le travail a repris au Gabon ce lundi, après la célébration ce week-end de la fête de la Nativité. Comme partout ailleurs, une fête de Noël consacrée à distribuer entre autres des jouets aux enfants et à la célébration des messes dans des églises en l'honneur de Jésus-Christ. Suivons le constat de cette reprise du travail dans les administrations et autres avec Kevin Oswald Doukaga et Jocelyn Bombadianga.
Pas facile de se remettre au travail après les fêtes, mais ce lundi matin, jour ouvrable après Noël, les bureaux et autres commerces ont ouvert. Les gens, comme de coutume, arrivent à compte-gouttes, certainement dû à une journée de la veille bien arrosée. Et pris par le souci de faire tourner la machine administrative, nous estimons que les fêtes de Noël concernent et les chrétiens et les non-chrétiens, et que cette fête étant terminée, il est tout à fait normal que les citoyens, les compatriotes reprennent le chemin du travail. À Libreville, la capitale, les rues étaient bondées de monde. Les embouteillages monstres ont été observés dans les principales artères de la cité. Une reprise des activités, comme le stipule le Code du travail gabonais. Tel que le texte le stipule au niveau de la fonction publique, tout fonctionnaire est tenu d'être à son poste de travail. Et pour les indélicats et ceux qui se caractérisent généralement par l'absentéisme, ils sont sensibilisés, ils sont repris à l'ordre. Il y a des voies et des sanctions prévues à cet effet. Après Noël, la fête consacrée aux enfants, le tour reviendra dans quelques jours à la célébration de la Saint-Sylvestre. Et cette fois-ci, ce sera le tour des parents. Toujours d'actualité au Gabon, la traditionnelle conférence de presse du porte-parole du gouvernement du week-end écoulé et qui a été l'occasion pour Alain-Claude Bilibinze de mettre en garde les acteurs politiques de l'opposition quant à tout acte visant à déstabiliser le pays, notamment en réaction aux récentes déclarations jugées incendiaires de l'opposant Jean Ping. Lariska Lormamengi, texte à Kigassam. À la question d'un journaliste qui dit, je cite, « Quelle réaction du gouvernement face aux propos jugés incendiaires de l'opposant Jean Ping lors de la tenue de son dialogue pour l'alternance ?» Le porte-parole du gouvernement dit ceci. Brûler le pays, mettre le pays à feu à sang. Personne ne le laissera faire. Et moi je vous le dis, ça a déjà été dit ici par le gouvernement. Il y a les lignes jaunes. S'il les franchit, il sera arrêté. Ce n'est même pas compliqué. Mais qu'il essaye. M. Ping, aujourd'hui, fait des déclarations pour impressionner ses militants. Il a de plus en plus de mal à les retenir parce qu'ils ont tous compris qu'il n'a pas de plan B, que l'élection est finie, qu'Ali Bongo est au pouvoir, qu'il y a un gouvernement en place et que le pays fonctionne. Il n'y a pas de plan B. Si son plan B, c'est la guerre, que M. Ping se rende compte qu'avant que les autres n'aillent mourir, lui, d'abord, il sera arrêté. Il faut le comprendre. Et il faut le lui transmettre. Que personne ne le laissera faire. Et que, quel que soit l'endroit où il se trouve, il sait très bien que ça se déroulera en moins de 5 minutes. Dès sa prise de fonction, le président Ali Bongo Ondimba s'est engagé à maintenir le Gabon dans la paix et la stabilité. Le Gabon est un pays de droit. Force reste à la loi. Dixit Alain-Claude Bilibinze, porte-parole du gouvernement. Et à quelques semaines de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, un groupuscule de personnes véhicule des messages d'appel au boycott à la tenue de cet événement sportif. Occasion pour le porte-parole du gouvernement lors de cette conférence d'appeler les Gabonais à s'approprier la CAN en y participant massivement. Retrouvons Lariska Lormamengi et Tex Akigassam. Depuis plusieurs semaines, des messages visant à boycotter l'organisation de la CAN 2017 au Gabon circulent sur les réseaux sociaux. Lors de sa dernière conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a appelé les Gabonais à plus de responsabilités et à proscrire ce type de comportement. Il en va de l'image du Gabon. Il y en a qui aujourd'hui veulent tout faire pour que la CAN n'ait pas lieu. Il y en a qui aujourd'hui se préparent dans les quartiers à aller faire du désordre au stade quand il y aura les matchs de la CAN. Mais l'image qu'on gardera, ce ne sera pas l'image de l'opposition, ce sera l'image du Gabon. Et on dirait que le Gabon a mal organisé la CAN, que le Gabon a mal accueilli. Et donc, il nous revient à nous, Gabonais, patriotes, nous allons accueillir le monde entier pendant 2 semaines. Il faut qu'on soit au stade. Il faut que ce soit la fête. Il faut que les Gabonais sortent et que les Gabonais sortent de la morosité dans laquelle on veut les plonger. Au porte-parole d'ajouter que malgré les efforts fournis par le gouvernement pour embellir la ville, certains trouvent toujours à redire, mais qu'à cela ne tienne, on continue à travailler. On illumine la ville et on nous dit « oui, mais il n'y a que ça à faire ». Et pourtant, ils prennent les avions et ils vont à Paris, aux Champs-Élysées, se balader là où c'est illuminé. Mais quand on fait ça chez eux, ce n'est jamais bon. Ce n'est bon qu'ailleurs, jamais chez eux. Et tous ces Gabonais qui vous parlez de pays voisins qui se portaient bien, maintenant que certains de ces pays se portent mal, ils ne vous en parlent plus. Ils vous parlent du Gabon.
Et dans le même registre de campagne de boycott et de désinformation, j'en viens à ce démenti de la Société d'énergie et d'eau du Gabon sur la rumeur distillée dans les réseaux sociaux annonçant les coupures d'eau et d'électricité lors des journées du 30 et 31 décembre de 22h à 7h dans la commune de Libreville et ses environs. La SEG demande à ses abonnés et aux usagers de n'accorder aucun crédit à cette allégation. Elle assure en terminant que la distribution en eau potable et en électricité sera assurée normalement. L'actualité au Gabon, c'était aussi sa cavale qui a finalement pris fin. Une semaine après avoir poignardé mortellement son camarade de complexe Léomba de Libreville, la police judiciaire a finalement mis la main sur l'auteur de ce forfait. Il s'agit de Noé, dit La Montagne, élève en classe de 3e dans cet établissement. Au micro de Gabon 24, le mis en cause revient sur ce jour qu'il considère désormais le plus sombre de sa vie. Ce fut une cavale de très courte durée, une semaine après le meurtre commis sur son condisciple, tous deux élèves au collège Léomba de Libreville. Voici Noé, autrement appelé La Montagne, désormais entre les mains de la police judiciaire. Il raconte lui-même cette déconvenue. Tout a commencé au cours d'une blague, on était assis. Je lui ai fait une blague qu'il n'a pas appréciée. Quand on était en train de parler, tout à coup, il a décidé qu'il a crié sur moi. C'est là où celui qui nous a arraché le couteau, qui s'appelle Sarafina, m'a lancé le couteau pour la première fois. C'est venu tomber devant moi. Il a continué à crier sur moi, crier. C'est là où, une seconde de fois, Sarafina m'a lancé le couteau, c'est venu tomber à ma gauche. Quand c'est venu tomber à ma gauche, et dès qu'ils m'ont pris le couteau, je me suis levé et je l'ai enfoncé à la côte. Couvert de larmes, le jeune Noé ne comprend toujours pas ce qui a bien pu se passer ce jour et regrette son geste. Ça me fait mal. Je n'arrive pas à croire que j'ai tué mon propre ami à cause d'un petit problème. Ça me fait mal. Pour avoir certainement mis fin à sa carrière scolaire, il regrette ce geste qui pourrait également entraîner d'autres jeunes et se permet quelques conseils. Aux autres jeunes qui me connaissent, d'arrêter cela, de faire l'école. Depuis demain, après-demain, puis devenir quelqu'un. Et eux-mêmes, ils vont le savoir tôt ou tard que la route là n'amène nulle part. Ça amène soit à la mort, soit en prison. Triste fin pour ce jeune homme qui a mis la clé de son avenir sous le paillasson après avoir mis fin à celle de son ami d'Orlan. Seule la justice déterminera la suite des événements. Pour l'heure, la vie de Noé semble s'être transformée en un véritable cauchemar. Lui qui rêvait d'obtenir son brevet d'études du premier cycle cette année. Et refermons la page du Gabon avec un sujet sur Maya, étudiante la vingtaine révolue. Elle est une jeune Gabonaise qui est née avec un crayon de beauté dans la main. Pour ses fêtes, elle nous livre les secrets d'un maquillage réussi et apte à faire des femmes des professionnels de cet art qui est en vogue au Gabon, tel que nous le rapporte Mirandangué. Jouer avec les couleurs, jouer avec son visage, jouer avec son image. Se maquiller n'est plus un geste si banal de nos jours, d'autant que durant les fêtes, c'est l'occasion pour les femmes de sublimer encore plus leur apparence, car le maquillage festif se distingue des maquillages dits ordinaires. L'effet recherché avec un maquillage quotidien, c'est l'effet bonne mine en fait. C'est-à-dire on doit juste avoir un teint uniforme, les sourcils bien tracés, un gloss et puis hop, histoire de bien paraître. Mais en ce qui concerne les maquillages de fête, on va accentuer la chose. Donc, dans une certaine mesure, on va plus travailler les yeux. Je miserai plus sur des fards à paupières plus pigmentés, des pailletés, pour un effet tape à l'œil. Make-up, qui signifie maquillage en anglais, englobe l'utilisation des outils propres à attiser à la fois désir et méfiance. Mais pour sublimer son teint, tout part d'un fond de teint qui doit se rapprocher de la carnation pour imiter un effet naturel. Mais lors des fêtes, le maquillage obéit à certaines règles. Il faut éviter les surcharges en fait sur le visage parce qu'en dehors du fait qu'on veut être belle ce jour-là, il y a quand même des règles à respecter. On ne va pas paraître maquillée comme une voiture volée, c'est-à-dire des fards super bleus avec un rouge à lèvres super rouge, avec des faux cils extravagants. Donc je veux dire, on reste dans la norme, quoi. Simplicité, mais beauté. Le fond de teint cache les imperfections. Le mascara et le rouge à lèvres attirent le regard. De nos jours, il est de plus en plus difficile de se passer de ces atouts de séduction.
À présent, les femmes ont tous les outils nécessaires, propres à faire d'elles, même pour un temps, de véritables reines de beauté. Et nous poursuivons avec la page Afrique pour commencer. Direction le Nigeria, où 2 mois après leur libération, une vingtaine de filles de Chibok ont pu célébrer dans l'allégresse la fête de Noël dans leur famille. Pour l'occasion, ces anciennes otages du groupe islamiste Boko Haram ont exprimé leur ressenti, tel que nous le rapporte Karl Boussougou. La période de Noël est aussi propice aux retrouvailles. C'est ainsi que 21 filles de Chibok ont pu retrouver leur famille pour passer ces fêtes de fin d'année 2016. C'est le premier retour des filles depuis leur enlèvement dans leur école de Chibok en avril 2014. Une d'entre elles, Asabé Goni, âgée de 22 ans, a déclaré que son retour à la maison était un miracle, révèle la chaîne BBC Afrique. « Je ne savais pas que je reviendrais. J'avais perdu l'espoir de rentrer chez moi un jour, poursuit-elle. Les jeunes femmes ont été libérées en octobre après un accord conclu entre Boko Haram, la Suisse et la Croix-Rouge internationale. Depuis lors, elles ont été détenues dans un endroit secret pour une prise en charge psychologique par le gouvernement nigérian. Parmi les 276 lycéennes qui ont été enlevées, il reste encore 197 qui sont toujours portées disparues. Des négociations sont en cours pour les faire libérer. La plupart de ces filles, qui étaient chrétiennes, auraient été forcées à se convertir à l'islam et à épouser leurs ravisseurs durant leur captivité. Au Togo, le gouvernement a lancé ce lundi un comité de mobilisation de fonds en faveur de l'équipe nationale de football en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Gabon en 2017. Un appel à l'aide pas du tout au goût de la population. Les détails dans ce récit de Mirandangé. En 2013, la mobilisation a connu un fort succès à travers la contribution indirecte comme l'augmentation provisoire des coûts de télécommunications, des prix de la bière ou encore du ciment. Le comité mis en place par le gouvernement et présidé par le Premier ministre d'alors, Artem Ahomezounou, avait créé pour l'occasion 2 comptes bancaires. Et les éperviers ont accédé au quart de finale de la compétition pour la première fois de leur histoire. Le dénouement est donc plutôt positif, mais à ce jour, aucun compte n'a été rendu public sur la gestion des sommes collectées. Des associations de consommateurs ont exigé de la transparence, mais en vain, ainsi que l'opposition qui exige la publication des comptes sincères. Il reste quelques semaines aux autorités pour publier le rapport attendu et surtout réussir à créer une nouvelle mobilisation populaire en faveur de l'équipe nationale. En Afrique du Sud, parmi les marins qui prendront la mer le 1er janvier lors de la course à voile Cap de Rio, se trouveront 7 jeunes venus des quartiers défavorisés du Cap, réputés pour les trafics de drogue et la violence. Une association leur a appris à hisser les voiles pour échapper au destin trop commun. Ces marins viennent d'un quartier du Cap connu pour la drogue et les gangs, pas pour les yachts. Mais ces Sud-Africains ont choisi l'appel du large. Ils vont participer à la plus longue course à voile d'un continent à un autre dans l'hémisphère sud. La Cape to Rio part du Cap le jour de l'an, avec Rio de Janeiro en ligne de mire. En tant que capitaine de Griffon, je suis très fier de mes gars, de ce que nous avons accompli jusqu'à présent, et je pense que nous avons de bonnes chances de gagner la Cape to Rio. Nous formons une bonne équipe, nous avons de l'expérience et nous pouvons y arriver. Théo participe à la course pour la 2e fois. Il a appris à naviguer grâce à la fondation de Heart Bay pour la jeunesse et la voile, et il transmet aujourd'hui son savoir à la jeune génération. Une bouffée d'air frais pour échapper à la violence des bidonvilles. Théo, il nous apprend à faire de la voile, et j'aime bien ça, parce que comme ça je ne suis pas dans les rues, avec tout ce qui s'y passe, le braconnage, les drogues, les gens tués ou poignardés. Je fais de la voile parce que c'est super de voir la mer et les poissons et d'être sur l'eau. À la maison, c'est ennuyeux, mais ici c'est sympa, on va sur des petits bateaux. Théo a déjà reçu plusieurs trophées. Son jeune frère Lorenzo va traverser l'Atlantique pour la première fois. Il espère ajouter un prix à la collection. J'ai déjà fait une longue course à Mossel Bay et j'ai vraiment hâte de participer à la Cape to Rio. Les 7 jeunes de la fondation à bord du Griffon, un monocoque de 43 pieds, vont se mesurer à des équipages américains, australiens et européens. Ils devraient arriver au Brésil d'ici fin janvier
après une traversée de 5600 km. L'actualité hors du continent n'étant pas à en reste, tout d'abord aux Philippines, au moins 3 personnes ont été tuées aux Philippines par le puissant typhon Nocten qui a frappé l'archipel le jour de Noël et menace à présent la capitale. En témoigne ce regard de Gaël Mapessi. A péri dans une inondation et un homme âgé a été tué dans l'effondrement d'un mur, a annoncé à la télévision locale Al-Bishara, le gouverneur de la province d'Albay, une des zones les plus sinistrées. Plus de 383 000 personnes ont été évacuées et 20 vols intérieurs et internationaux ont été annulés, ont indiqué ce matin les autorités. Ce typhon, très tardif pour la saison, a grandement contrarié la célébration de Noël dans un archipel où 80% de la population est catholique. Noctan progresse ce matin à 20 km/h et devrait toucher Manille et sa région dans la journée, avant de poursuivre sa course en mer de Chine. Ce lundi matin, la métropole de 13 millions d'habitants était normalement calme pour un lendemain de Noël. Les services de protection civile ont annoncé que la capitale risquait d'être frappée par des précipitations intenses, des crues soudaines et des vents soutenus. Des embarcations de sauvetage sont prêtes à être mises à l'eau pour le cas où les fleuves de la zone sortaient de leur nid. Allons maintenant en Russie, et c'est en bref et en images, plus de 24 heures après la disparition du Tupolev Tu-154 qui s'est écrasé juste après son décollage de la station balnéaire de Sochi. Les autorités cherchent à déterminer l'origine de la catastrophe aérienne, la thèse de l'attentat semblant écartée. Plusieurs morceaux de l'avion de l'armée russe qui s'est abîmé dimanche alors qu'il était en route pour la Syrie ont été retrouvés ce lundi. Les sauveteurs fouillant encore la mer Noire pour retrouver les corps des 92 occupants et les boîtes noires de l'appareil. Le crash de l'appareil a provoqué une vive émotion dans le pays, alors que parmi les occupants de l'avion se trouvaient 64 membres des Chœurs de l'Armée rouge, un symbole du pays connu pour ses tournées triomphales dans le monde entier. Le chanteur, auteur, compositeur britannique George Michael n'est plus, selon son agent. Il s'est éteint le jour de Noël dans sa maison de Goring, à l'ouest de Londres, à l'âge de 53 ans, ex-moitié du duo Wham. Il avait connu une fulgurante carrière en solo, devenu dans la seconde moitié des années 1980 une des plus grandes stars mondiales de la pop en interprétant des tubes comme Fate et Careless Whisper. Des détails dans ce récit de Gaël Mapessi. Artiste tourmenté par la drogue et une vie sentimentale compliquée, le chanteur britannique George Michael, interprète des tubes Fate et Careless Whisper, est mort de cause inconnue à son domicile à l'âge de 53 ans. C'est très triste, une mauvaise année pour la musique qu'avec la mort de Prince David Bowie plus tôt dans l'année. Je me souviens du temps de Wham, Wake Me Up Before You Go, ce genre de chanson et de la carrière solo de George Michael. Idole des adolescents dans les années 1980 avec le groupe Wham, devenu ensuite superstar mondial en solo, le chanteur est décédé à son domicile de Goring à l'ouest de Londres, selon la BBC. Sa mort n'est pas considérée comme suspecte par la police britannique, alertée peu avant 14h pile GMT dimanche. Ce matin, quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai été choqué d'entendre qu'il est mort aussi jeune. La pop star, fils d'un père grec chypriote et d'une mère anglaise, devait également sortir un documentaire autobiographique en 2017. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, le gouvernement interdit l'importation de la volaille de France comme il l'avait fait en mai dernier pour le Cameroun en raison de la résurgence de la grippe aviaire H5N9 identifiée dans 47 foyers. Objectif, endiguer la propagation du virus. Vous l'avez vu à l'instant dans le monde, Noël n'a pas apporté que des cadeaux. George Michael, une étoile de la musique pop, s'est éteinte le jour de Noël, laissant ses fans inconsolables. L'ex-moitié du duo Wham a connu un succès planétaire dans sa carrière solo. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci pour votre fidélité. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.